Binge Audio. Comment rebondir suite à un échec après 45 ans ? Quand par exemple on est poussé vers la sortie professionnellement. Déjà que notre corps nous joue des tours et que la confiance en soi joue au yo-yo, se sentir moins utile ou désiré peut faire mal, très mal même. C'est ce qui est arrivé à mon invitée, qui se décrit elle-même comme une ancienne working girl chez Canal+, désormais coach et psy, et porte-voix de la cause des femmes de plus de 45 ans. Charlotte Montpezat a aussi sorti il y a peu un livre très inspirant et très documenté, Les Flamboyantes, aux éditions des Équateurs, qui déconstruit les idées reçues sur les quinquas. Avec elle, je vais parler de l'obsolescence forcée des femmes et des moyens de reprendre le pouvoir. Bonjour Charlotte Montpezat. Bonjour Claire. Alors, votre livre commence par une scène très intéressante. Elle commence par cette lettre que vous recevez de l'ARH le jour de vos 45 ans. Cette lettre qui vous signifie que vous faites partie des seniors de l'entreprise. Alors, c'était loin d'être la fin puisque vous êtes resté 10 ans supplémentaires après, mais vous avez très mal pris cette lettre. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dedans ? Pas grand-chose d'autre que le fait qu'en effet, j'étais désormais senior dans l'entreprise. Et ce mot de senior, en fait, il m'a coupé les pattes. Il m'a renvoyé à une réalité d'âge, en fait, que je n'envisageais pas du tout. Moi, j'avais 45 ans, j'étais perchée sur mes talons de 12, j'étais toute contente. J'ai eu une carrière un petit peu perlée, hachée, comme souvent sont les carrières des femmes. Et donc, j'avais l'impression de commencer à prendre mon essor, finalement. Eh oui. Il faut dire 45 ans, c'est jeune. Et oui, surtout quand on a fait des études et que donc on a commencé à travailler vers 23-24 ans et qu'on sait qu'on va travailler jusqu'à 67, on est à peine au milieu de sa carrière. Donc moi, je commençais à me sentir bien, à prendre un petit peu mes aises et bim, on me renvoie à une réalité, on me renvoie en tout cas à un mot qui, pour moi, dans mon esprit, avait une connotation très négative. Oui, bien sûr. Et là, vous vous dites, c'est comme une petite alarme qui résonne au-dessus de votre tête, et il y a cette idée un peu d'obsolescence et de l'horloge qui commence à faire tic-tac. Absolument. Alors, ce qui est intéressant pour l'anecdote, c'est que cette lettre, elle était en fait... l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. Et cette lettre, elle était faite dans une très très bonne intention. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale du travail et le ministère du Travail en France se sont rendus compte qu'en effet, les collaborateurs des entreprises étaient mis à l'écart, voire virés, soyons clairs, à partir de 50 ans de façon assez massive. Et donc, ils se sont dit, mais enfin, il faut les prévenir pour pas qu'ils prennent ça comme un coup de massue sur la tête. Mmh. Et donc, il faut les prévenir suffisamment en amont de façon à ce qu'ils puissent prévoir une reconversion. Et donc, ce suffisamment en amont, ils ont décidé que c'était 45 ans. Donc, les entreprises comme celle dans laquelle je travaillais et qui voulaient protéger leurs collaborateurs envoyaient cette lettre qui n'était donc pas tout le temps très bien reçue. Et oui, parce que vous n'étiez pas prête à entendre ce mot de senior. Et elle était envoyée évidemment aux femmes comme aux hommes. Exactement, elle était envoyée aux femmes comme aux hommes. Et ce qui est très amusant, c'est que les femmes et les hommes le prenaient de façon très, très différente. Ah oui ? Quand les hommes recevaient ce courrier, en disant, voilà, vous avez 45 ans, vous êtes senior, ils débarquaient dans le bureau de la RH en disant, ok, alors maintenant, à moi les responsabilités, à moi l'argent, à moi la reconnaissance, maintenant je suis le boss, je sais tout, et donc laissez-moi la place. Les femmes, elles, c'était exactement l'inverse. Et la DRH qui m'avait envoyé ce courrier, que je suis allée voir plus tard pour en parler avec elle, m'a dit, mais c'est incroyable. Les filles arrivent dans mon bureau en disant, non mais... ok, je suis senior, mais ça se voit pas trop. Puis tu sais, t'inquiète pas, je vais me remettre à la gym. Ah oui, c'était un truc sur le physique, quoi. C'était un truc sur le physique. Ça, c'est dingue. Renvoyé au corps. Ouais. Les femmes sont tout le temps renvoyées à leur corps, finalement. Et tout d'un coup, quand on parle d'âge, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et vous sentiez aussi, vous le dites dans votre livre, que vous n'aviez plus vraiment de promotion, de perspective possible dans la boîte. Donc c'était aussi quelque chose qui existait. Oui, c'est quelque chose qui existe. Et c'est pas uniquement dans cette boîte, bien entendu. C'est tout à fait répandu. C'est qu'il y a moins de formation et moins de promotion. Et c'est pas uniquement la faute des entreprises. Ça serait un raccourci un peu facile de dire « ouh, les méchantes entreprises », etc. Ce sont aussi les femmes, notamment, qui demandent moins de formation, acceptent moins de formation, se sont coulées dans un moule finalement où elles ont pris l'habitude de ne pas prendre trop de responsabilités et qui ont un peu peur
de franchir cette barrière. Donc il y a les deux mouvements en fait conjoints qui font que oui, du coup c'est complètement bloqué. C'est le traditionnel manque de confiance en soi des femmes qui les pousse à moins demander d'augmentation aussi, par exemple. Absolument, exactement. Et après, vous avez fait quoi alors? Votre parcours pro, ça a été quoi après cette lettre que vous avez pris comme un coup près à 45 ans? Après, honnêtement, j'ai été extrêmement gâtée, c'est-à-dire que j'ai fait des choses franchement très, très intéressantes et toujours passionnantes dans cette entreprise, qui est Canal+. Et donc, après avoir fait de la com, j'ai fait de la recherche de talent, j'ai fait des émissions. Donc franchement, j'ai toujours eu des choses tout à fait passionnantes et intéressantes. C'est pour ça aussi que j'y suis restée. Mais toujours, comment dirais-je, les changements ont toujours été en transverse, jamais ascendant. Il n'y a jamais eu de prise de responsabilité, de toute façon. Et il y avait en effet plus de formation ou de choses comme ça. Donc il y a un moment, on se dit, bon, en fait, il me reste encore 20 ans, 15 ans à travailler. Et moi, je me sens pleine d'énergie, pleine de créativité, pleine d'idées, pleine d'envie de faire des choses. Et donc, si cet espace-là ne me le permet plus, il va falloir que j'en trouve un autre ou que je crée le mien propre. Oui, parce que c'est vrai qu'après 45 ans, les enfants sont un peu plus grands. C'est précisément le moment où on pourrait prendre du grade, prendre des initiatives. Donc, en fait, ça nous coupe les jambes, effectivement, cette perspective de fin de carrière. Ça nous coupe les jambes à un moment où, au contraire, on pourrait justement rebondir, en effet. Donc souvent, la question des enfants, qu'on en ait eu ou qu'on n'en ait pas, elle est réglée. On va plus en avoir de toute façon. C'est la question de la ménopause, qui est évidemment une question que je suis sûre que vous allez traiter, qui arrive au même moment. Donc la question des enfants, elle est globalement un peu sous contrôle. La question des parents âgés, elle est peut-être pas encore tout à fait là. Donc on a une fenêtre de tir, en fait, souvent, qui permettrait de prendre toute son ampleur, de prendre toute son envergure, son envol. Et comme on est renvoyé à une obsolescence, à une péremption, plus qu'une obsolescence, on n'ose pas souvent. Péremption, c'est plus violent qu'obsolescence, presque. Ouais, absolument. Vous utilisez ce terme. Oui, j'utilise ce terme, absolument. Et ce que vous dites aussi, c'est que, en fait, l'âge des femmes, c'est toujours un problème. Avant 25, elles n'ont pas assez d'expérience. Entre 25 et 40, elles peuvent tomber enceintes. Après 45, elles sont vues comme, trop vieilles. Ah oui, tout à fait. Peut-être que le seul moment où l'âge des femmes n'est plus un problème, c'est quand elles sont vraiment vieilles et qu'elles sont des grand-mères gâteaux. Peut-être, voilà, c'est ça. Ainsi va le cliché. Et vous appelez cette double discrimination, finalement, celle du genre-âge. Ce sont les Américains qui appellent ça le gender ageism. Parce que ils se sont on s'est rendu compte, l'Organisation mondiale du travail, s'est rendu compte que les deux discriminations les plus fortes en termes de travail sont d'abord l'âge et ensuite le genre. Et ça passe devant l'origine sociale, devant le handicap même. Et donc, quand vous avez la conjonction ou l'intersectionnalité, pour utiliser un mot à la mode, des deux discriminations les plus fortes, vous imaginez ce que ça donne. C'est énorme, bien entendu. Et vous dites aussi que la France est un des pays les plus agistes. Pourquoi vous dites ça ? Ça, c'est parce que j'ai regardé les chiffres, c'est vrai. Tout simplement, c'est vrai qu'on a une relation à l'âge qui est compliquée. En France, on a une relation aux femmes qui est compliquée, qui est particulière, et une relation à l'âge qui est particulière. Donc, on a quand même une conjonction un peu compliquée. Il y a des tas de pays où l'âge est plutôt vécu comme quelque chose de positif, en fait, parce que on a plus d'expérience, on est peut-être plus disponible, justement, et où on est, considéré comme quelqu'un qu'on écoute, qui peut être un passeur ou quelque chose comme ça. En France, il y a quand même un culte, surtout pour les femmes, un culte de la jeunesse. Et il faut rappeler les chiffres quand même, on est 17 millions de femmes de plus de 45 ans, 9 millions en âge de travailler. Ouais, donc c'est d'autant plus, c'est d'autant plus de gâchis finalement. Oui, c'est ça. Quand on ne n'utilise pas à notre plein potentiel. Oui, on peut pas se passer d'une part aussi importante de la population. Et c'est une part qui est grandissante. Mais ça, c'est mathématique, c'est une question de démographie. Ouais. Et c'est vrai que si on fait les plus et les moins de notre âge, on peut dire qu'on a certes parfois des petits coups de mou, parfois moins l'envie, ça peut exister aussi, mais aussi on est quand même plus affûté, plus expérimenté, plus en maîtrise, je dirais. Donc ça, les patrons, ils devraient le voir. Oui, ils devraient le voir. C'est à nous aussi de le montrer. Alors après, le mouvement est complexe, bien sûr. Si c'était un mouvement simple, il n'y aurait pas de sujet. Le mouvement est complexe parce que
plus on va vous discriminer, plus on va vous renvoyer à une péremption ou à quelqu'un qui ne peut pas être ni promu, ni formé, etc., plus vous allez avoir une vision de vous-même qui va être négative, ce qu'on appelle un mouvement performatif. Et donc, moins vous allez vous mettre en avant. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir la force, et tout le monde ne l'a pas, de renverser le mouvement. Et quand je dis qu'il faut avoir la force et que tout le monde ne l'a pas, c'est un peu difficile pour nous. On est la première génération, finalement, à vivre cette situation. Pourquoi on est la première génération ? Parce que on est les premières, alors je parle des femmes qui sont nées à partir de, je sais pas, des années 60, 65, 70. On est la première génération à s'être emparée massivement du champ du travail. La génération précédente a été la première à faire des études massivement, la première femme à faire vraiment des études massivement. Nous, on est la première génération à avoir été 80% à bosser, en fait. Ouais. Hein ? Et le travail nous maintient dans une vie sociale, active, dans un élan, finalement. Ce qui n'était sans doute pas le cas avant. Parallèlement, on est une des premières générations également à bénéficier d'un allongement de la vie, de la durée de la vie très important. Si on compare par exemple avec les années 50, on a gagné une vingtaine d'années d'espérance de vie en plus. Et mon hypothèse, c'est que ces 20 ans, ils ne se sont pas mis à la fin de la vie, mais ils se sont glissés en fait dans cette période entre 45, 65, 50, 70. Et ils ont ouvert un nouvel espace. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, les femmes, elles étaient mères et ensuite elles étaient grand-mères. Et quand on dit grand-mère, elles étaient Maminova. Ouais. Je sais pas comment était votre grand-mère, mais ma grand-mère, c'était une vraie grand-mère, voilà. Bon. Elle faisait des compotes. Elle faisait des compotes et des confitures de framboise absolument formidables. Bon. Moi, je suis pas au taquet sur la confiture de framboise, hein, on va pas se mentir. Mais parce que, en effet, on travaille, on est vraiment inclus dans la société. Et donc ça, c'est très, très porteur. Et c'est un gros changement de paradigme, en fait. Donc, comme on est les premières, c'est plus difficile de tracer la route. Donc, il faut prendre conscience, en fait, de ça, de ce nouvel espace qui est à notre disposition, et il faut s'en emparer. Alors, il y a quand même les filles des 68 Arts, puisqu'on en parle, elles sont assez peu nombreuses, finalement, à avoir des postes de pouvoir. Je crois que vous l'évoquez dans votre bouquin. Comment on l'explique ? Est-ce que c'est les plus âgées qui trustent les places, les plus jeunes qui savent davantage ce qu'elles veulent ? Ou c'est une vue de l'esprit, peut-être ? Je pense que d'abord, il y a une question de pyramide de des hiérarchie âges. naturelle, c'est-à-dire qu'il y a moins de place en haut qu'en bas. Donc il y a moins de personnes qui arrivent à des postes de responsabilité. Et puis après, il y a quand même une question de sexisme absolu. Hein, on le voit bien grâce à, par exemple, aux quotas qui ont été mis en place à la suite de la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans. Donc ça, c'est pour qu'il y ait une parité, notamment dans les conseils d'administration des grosses boîtes. Au conseil d'administration, malheureusement uniquement au conseil d'administration pour l'instant, et parce qu'on pensait que ça allait ruisseler. Non, ça n'a pas ruisselé, mais en effet, on arrive aujourd'hui, on est le pays le plus paritaire dans les conseils d'administration grâce aux quotas. Mais donc, pour avoir interviewé des chefs d'entreprise, ils ont dû aller chercher assez loin dans leur organigramme pour trouver des femmes, en effet, qu'ils n'avaient pas fait grimper jusque-là. Oui. Pour des tas de raisons, des effets de boys band, de machin, tout ça. Bon. Donc, si on cherche, il y en a des femmes qui vont prendre des responsabilités. Encore faut-il leur tendre la main. Et alors, il y a des études qui font mal. L'association Force Femmes a demandé aux cabinets de recrutement et à leurs clients ce qu'ils pensaient des femmes de 50 ans. Alors, plus d'un tiers répondent qu'on ne s'adapte pas bien au changement, nous, les femmes, de plus de 45 ans, notamment aux nouvelles technologies. Et les 2 tiers pensent que notre apparence laisse à désirer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. On renvoie toujours les femmes à leur physique. Toujours. Et c'est ce que Susan Sontag appelait dans les années 70 the double standard of aging, c'est-à-dire le double standard du vieillissement. Ouais. Les hommes, quand ils prennent de l'âge, sont valorisés, on les trouve séduisants, on les trouve forts, on les trouve, on les part de 1000 vertus. Et les femmes, non, elles font plus envie. On est renvoyé à notre physique. Et on est renvoyé à notre physique, absolument. Alors, moi, j'ai une amie qui est manageuse d'une boîte de com. Elle m'a raconté que lorsqu'une collègue plus âgée qu'elle lui a demandé de la décharger de tous les gros clients parce qu'elle avait perdu confiance en elle, notamment dans les présentations aux clients,
Elle était ménopausée. Elle m'a dit un truc affreux. Elle m'a dit, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas penser immédiatement au licenciement, en fait. Et c'est à se demander si on peut parler de ménopause au travail, puisque c'est un sujet, moi, qui m'interroge beaucoup. La question de la ménopause, c'est vraiment la question de la péremption. C'est-à-dire que dans les sociétés patriarcales, les femmes sont valorisées pour leur capacité à avoir des enfants. Oui, clairement. À partir du moment où on est ménopausé, ce n'est pas un scoop, c'est qu'on ne peut plus avoir d'enfants. C'est en fait un système biologique de protection des femmes. Il y a, je crois, 2 espèces dans le règne animal. Il y a les baleines et nous, qui sont... les orques. Oui, voilà. La ménopause, voilà. Ouais. Même les grands singes, nos cousins, n'ont pas de question de ménopause. Mais donc, ça nous protège. Donc, c'est très intéressant. Ça nous libère de quelque chose. Pour autant, c'est vécu, en effet, comme quelque chose qui est de l'ordre, en effet, de la péremption. Une femme n'est plus utile. Si une femme est considérée pour sa capacité à avoir des enfants, à partir du moment où elle peut plus en avoir, eh ben donc qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Et donc dans le monde du travail, le regard il est pas plus bienveillant, il est bien même sûr, que celui de la société. Dans la société en général, le regard n'est pas positif, bien sûr. Et dans le monde du travail, il y a un côté, pardonnez-moi, mais il y a un petit côté un peu dégueulasse, un peu organique, un peu voilà. De la même façon qu'on va pas parler des règles en entreprise, on va pas parler de l'organique finalement. Donc pourquoi l'irruption de cet organique-là en entreprise, en effet? Vous avez vu que les Britanniques, par exemple, ils parlent de ça, ils parlent de bureaux qui sont ménopause friendly, il y a même un ménopause chief officer, ça me fait marrer. Ouais. Est-ce que ça passe pas par là? Je me pose la question. Parce que... Très honnêtement, je n'ai pas de réponse, je me pose également la question, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a un côté, ouais, c'est super, on en parle, donc ça normalise le truc, c'est très bien. Après, il y a un effet qui peut être assez pervers, qui est de dire la ménopause, c'est un problème. Ouais. En fait, pas toujours. En fait, même dans la majorité des cas, dans 70% des cas, selon l'INSERM, c'est pas des chiffres que je sors de... Ça n'est absolument pas un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change, en fait, dans nos vies. Si dans tous les médias, si dans votre bureau, à chaque fois, on vous renvoie au fait que vous êtes ménopausé et que c'est un souci, finalement, vous allez finir par vous en faire un souci. C'est-à-dire que dès que vous allez être déprimé, vous allez dire c'est la ménopause. Dès que vous n'arrivez plus à vous concentrer, c'est la ménopause. Dès que vous prenez 3 kilos, c'est la ménopause. Non, chérie, c'est peut-être que tu as un peu trop mangé récemment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, sauf que c'est vrai que si on en parle ouvertement, on n'en fait plus un tabou. Voilà, et c'est donc, ça. Voilà. Donc, il faut faire attention. Oui, mais attention. Ouais. Et alors, dans votre livre, vous racontez que vous avez joué de malchance, puisque quelques mois après cette lettre DRH, votre mari vous a quitté pour une femme plus jeune. C'était un peu la totale, là, quand même. Oui, quitte à tout faire, allons-y. Mais vous savez, oui, bien sûr, évidemment, mon mari m'a quitté, il est parti avec une femme plus jeune. Après, dans ce genre de choses, it takes two to tango. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un raccourci que j'ai utilisé dans le livre, mais bon. Non, mais vous en parlez, donc c'est pas anodin. Mais bien sûr, non, c'est pas anodin, bien sûr, parce que c'est terrible, en fait. On se sent, en effet, on se sent vieille, inutile et plus aimée, évidemment. Et invisibilisée. Et invisibilisée, absolument. Ouais. Surtout si effectivement c'est pour une femme plus jeune. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que vous dites aussi sur le terme ménopause qui vous dérange, en fait. Et vous donnez une explication dans votre livre. Est-ce que vous voulez bien lire le petit passage que j'ai noté? Je fais partie de cette génération qui a caparaçonné sa féminité façon working girl et n'est pas à l'aise avec les mots de l'intimité féminine. Il m'a fallu quelques années avant même de pouvoir penser le mot vulve. Alors bon, c'est peut-être uniquement moi, mais j'ai l'impression que mes copines, c'est pareil, en effet. Est-ce que nos mères étaient plus à l'aise avec ça? Je sais pas. Je suis pas sûre. Probablement pas. Ouais, exactement. C'est un truc qui est quand même assez récent, en fait. L'histoire de l'intimité féminine, elle a quand même été assez secrète, assez taboue, assez mystérieuse. Et il a fallu que les nouvelles générations, en parlent pour qu'on arrive à le conscientiser, à le voir, à bien vivre avec, je pense. Mais d'ailleurs, nos mères, elles ne nous en parlaient pas, clairement. Non, donc, elles ne nous en parlaient pas, absolument. Quand Eve Ensler a écrit Les monologues du vagin, mais la première fois que j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais comment elle a osé? Oui, oui, je me souviens aussi. Et voilà. Et elle a eu tellement raison. Ouais. Donc, vous n'aimez pas ce mot.
est-ce que c'est le mot en lui-même ou c'est parce que vous le trouvez la moche ménopause? Oui. Non, Pas adapté, ou est-ce qu'il vous met mal à l'aise, ce qui pourrait arriver? Enfin, alors, j'en ai discuté avec... C'est marrant parce que vous êtes psy en même temps. Donc, Bah oui. donc des mots qui vous mettent mal à l'aise, c'est quand même un comble. Oui, tout à fait. Bien sûr. Ah bah, heureusement que voilà, on est des humains. Mais j'en ai discuté avec l'ethnopsychiatre qui a écrit ce livre formidable qui s'appelle Sexe, croyance et ménopause. Daniel Delanoë. Premier invité de Chaud Dedans. Ah, génial. C'était le premier, c'est lui qui a essuyé les plâtres. Voilà. Et c'est lui qui me disait, mais vous l'avez peut-être raconté, vous vous mettez dans une assemblée, vous prononcez le mot nègre, malaise, général évidemment, vous prononcez ensuite le mot ménopause, rire gêné, mais malaise quand même. Malaise aussi. C'est un renvoi à une discrimination physique. Voilà. Oui, parce qu'encore une fois, la raison... Discrimination biologique même. Oui, parce que la raison pour laquelle on se sent si mal à ce moment-là, c'est que, encore une fois, la valeur sociale des femmes est encore trop associée à celle de leur corps. Ça aussi. Mais exactement, tout à fait. Et donc, oui, ce mot me gênait, et puis parce que j'en avais hyper peur. J'avais hyper peur de la ménopause. Et c'est assez amusant. Un jour, je vais chez ma gynéco, voilà, et je vais avoir 45, et je lui dis, oh mon Dieu, mais c'est terrible. Un jour, je vais donc être ménopausée. Et cette femme extrêmement chic, extrêmement belle, extrêmement digne, soulève ses lunettes et me regarde de son regard bleu perçant et me dit « Ah bon, vous pensez que c'est vraiment un problème ?» Oui. Et là, j'ai réalisé qu'elle avait 10 ou 15 ans de plus que moi. Et que donc, bien sûr, elle était ménopausée. Et que visiblement, ça ne changeait rien, en tout cas, au fait que ce soit une femme magnifique et inspirante et tout ça. Il y a aussi quelque chose chez les gynécos, c'est que pour eux, ça fait partie des cycles naturels et qu'ils ne prennent pas en compte, finalement, la brutalité de ce que ça peut être d'annoncer ça à une femme ou qu'elle se rende compte qu'elle va être ménopausée. Et là, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qui m'a renvoyé quelque chose de très positif. Mais ça, je ne sais pas si Daniel Delanoë vous en a parlé, mais il est quand même très intéressant de voir aussi que dans certains coins du monde, le mot de ménopause n'existait pas. C'est au Japon. Au Japon. En Chine, ça a été créé en 1964. Bon, donc il y a de la construction sociale là-dessus. Hein. Bien sûr, voilà. C'est toute sa thèse. D'ailleurs, il y a des cultures aussi où c'est plutôt valorisé. Oui, absolument. De ne plus avoir de règles. En Guinée, les Mojave au Colorado, certaines sociétés en Bretagne. Oh, je connais son bouquin par cœur. Bien, ouais, parce que c'est vrai qu'il est passionnant. Mais parce que justement, il n'y a plus les règles, qui est peut-être le tabou ultime dans ces sociétés, à ce moment-là, ces femmes-là peuvent commencer une nouvelle vie. Exactement. Et alors, c'est vrai qu'on a mis du temps à pouvoir appréhender ce mot, que ce soit la ménopause ou la vieillesse des femmes. Vous vous rappelez ce que dit Simone de Beauvoir à propos de ce qu'elle appelle l'âge dangereux, tout un programme. Elle dit « L'âge dangereux est caractérisé par certains troubles organiques, mais ce qui leur donne leur importance, c'est la valeur symbolique qu'il revêt. C'est moins du corps lui-même que proviennent les malaises de la femme, que de la conscience angoissée qu'elle en prend. » Exactement. Toujours cette histoire de regard. Voilà, exactement. Cette histoire de regard et cette histoire de ce côté performatif. C'est-à-dire, c'est la conscience qu'elle en prend. Et du coup, comment elle va se dévaloriser. C'est un peu cacher ce corps que je ne saurais voir. Que je ne saurais voir, absolument. Et si on me dit que je suis périmée, eh bien, c'est donc que je dois l'être. Or, non, en fait. Il n'y a pas de raison. Et vous vous rappelez aussi dans votre livre que dans le film Elle, de Verhoeven, Isabelle Huppert, qui a plus de 60 ans, mentionne à son amant qu'elle a ses règles. Là, on frise franchement le ridicule. Oui, absolument. C'est fou quand même. Oui, c'est très étonnant. Pour être une amante, rester une amante désirable, etc., il faut qu'elle ait ses règles. Il faut qu'elle ait ses règles, absolument. Alors, bon, c'est tellement drôle dans ce film-là. Après, la question de la sexualité des femmes ménopausées ou des femmes de plus de 50 ans, elle est, Dieu merci, plus large que ça, et beaucoup plus riche, et beaucoup plus intéressante, et beaucoup plus joyeuse que ça. Bien sûr, ça on le dit à longueur d'épisodes de ce podcast. C'est une redécouverte de son corps, par exemple. Oui, et puis la sexualité étant débarrassée de la question de la procréation, il ne reste plus que le plaisir. Voilà. Et alors, vous dites un truc intéressant. Vous dites qu'à 50 ans, comme à l'adolescence, on doit chercher ce qu'on doit faire du reste de sa vie. J'aime beaucoup. Ouais. C'est Elena Noguera, la comédienne Elena Noguera, qui m'avait soufflé cette idée. Elle me disait que pour elle, en effet, la cinquantaine, c'était une nouvelle adolescence. Et qu'il fallait dessiner la femme qu'on allait être dans les années qui suivent. Je trouve que c'est une très jolie idée, en effet. Oui, et vraiment...
pour toutes celles qui n'ont pas encore atteint cet âge canonique. D'ailleurs, on pourrait revenir sur l'expression de... Mais bon, c'est une trop longue histoire. Oui. Oui, c'est très flatteur. C'est question des canons de l'Église. Enfin, bref. Mais toujours est-il que quand on a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a construit une famille, on a construit une carrière, on a été tout le temps, mais vraiment dans une espèce de truc comme ça, sans relâche. Et j'ai l'impression, ce que je vois autour de moi, en fait, c'est que la cinquantaine, c'est à la fois une dizaine qui est rock'n'roll parce que... voilà, en effet, la santé, elle est pas toujours là, la santé des parents, elle est pas toujours là. Bon, tout ça, donc il se passe des trucs, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est sûr. Mais il y a un nouveau souffle, quand même. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut chercher. Un peu comme le second souffle quand on fait de la course à pied. Et quand on est dans un boulot salarié, ce que vous dites aussi, faut pouvoir se dire si ça s'arrête, j'ai un plan B. Ouais. Bah ça, je pense que c'est de façon assez générale, en effet. Et que ce soit pour le boulot ou pour le reste, il faut toujours se projeter dans un autre possible. Ouais. Parce que sinon, ça met trop de pression sur ce dont on dépend. En fait, si le boulot que vous occupez est le seul possible, imaginable dans votre vie, vous vivez dans la terreur de ne plus l'avoir. Si vous vous dites, si jamais ça ne marche plus, j'ai tellement envie de faire ceci ou j'ai assez envie de faire cela, etc., vous relâchez la pression. Donc ça se passe forcément mieux, vous voyez. Enfin, c'est... Bon, encore faut-il avoir une idée, une passion. Mais absolument. Oui, mais je trouve que c'est intéressant, effectivement. Et pour avoir une idée, une passion, il faut travailler sur soi et se maintenir en état de curiosité. Ça, c'est ultra important. Et c'est vrai que pour aborder la cinquantaine et les dizaines qui suivent, la recette clé, s'il y en a une, c'est la curiosité. C'est de rester en état de veille, en étant aux aguets, en fait, de la vie, de ce qui se passe, de ce on vit une époque de dingue, quand même, hein. On vit une période absolument phénoménale, avec des révolutions dans tous les sens. Donc, on a l'occasion d'aiguiser sa curiosité. Il faut rester dans cette optique-là. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des plans B, c'est comme ça qu'on peut avoir d'autres envies, pas rester dans son couloir de nage. Parole de psy, parole de coach. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charlotte Monfezat. On va rappeler aussi qu'on reste flamboyante après 50 ans. Chères auditrices, ne laissez personne vous dire le contraire. Merci beaucoup pour cet échange. Cet épisode était coproduit par Binge Audio. Merci à Lorraine Bess, Paul Berthiaud et Quentin Bresson pour la production et la réalisation. À dans 2 semaines.